Bonjour et bienvenue à l'atelier des dirigeants d'agence. Je suis Alain Baudouin, directeur du service de la formation à l'OACQ et je suis accompagné aujourd'hui de Sylvain Lavergne, inspecteur à l'OACQ. Alors bonjour Sylvain. Bonjour Alain. Pour ceux et celles qui viennent de se joindre à nous et qui sont titulaires de permis, notez que vous obtiendrez 2 unités de formation continue pour votre participation à l'après-midi complet qui inclut 7 ateliers, un panel de discussion et une conférence de Jean-François Ménard. Évidemment, vous devez être connecté jusqu'à la fin du rendez-vous pour obtenir vos UFC. Chaque année, les agents d'info OACQ répondent à des dizaines de milliers de demandes provenant du public, des courtiers, mais aussi de vous, dirigeants d'agence. Aujourd'hui, l'objectif de l'atelier est donc de passer en revue quelques-unes des questions que vous posez les plus fréquemment à nos agents et de vous donner les réponses afin de vous outiller dans votre pratique. Vous êtes donc invités à vous prêter au jeu et à mettre à profit vos connaissances. N'ayez crainte, il ne s'agit pas d'un examen et aucune réponse ne sera portée contre vous. Alors, durant l'atelier, nous allons vous poser différentes questions et énoncer des choix de réponses que vous verrez apparaître à l'écran de la plateforme. Nous vous laisserons le temps d'y répondre au meilleur de vos connaissances et vos réponses seront ensuite affichées à l'écran en temps réel. Nous vous expliquerons ensuite laquelle était la bonne. Si vous êtes en mode plein écran, vous devez revenir en mode présentation afin de pouvoir répondre aux questions. Pour revenir en mode présentation, simplement cliquez sur la petite flèche en bas à droite de votre écran. Si vous avez des problèmes d'ordre technique, on vous invite à cliquer sur le texte, là où c'est écrit « Des problèmes » avec un point d'interrogation, que vous trouverez en dessous de l'écran dans lequel vous nous voyez. Nous vous demandons de ne pas inscrire vos réponses dans cette section, mais plutôt d'utiliser la plateforme afin qu'on puisse les compiler. Merci Sylvain. Alors, dans l'atelier d'aujourd'hui, on retrouve des dirigeants d'agence et des directeurs d'agence, tant résidentiels que commerciales. Évidemment, les questions qui vous seront posées sont intimement liées à votre rôle. Commençons avec une question test. Afin de s'assurer que tout fonctionne, je vous pose la question suivante que vous pourrez répondre. Aimez-vous le chocolat? Alors, les choix de réponse sont A pour oui et B pour non. Alors, aimez-vous le chocolat? A, oui. B, non. À vous. Toi, Sylvain, es-tu plus chocolat ou moins? En fait, je les aime tous les chocolats et j'essaie d'arrêter présentement. Alors, c'est fascinant parce que tu réponds comme la majorité des dirigeants d'agence qui aiment le chocolat. Tout fonctionne, nous débutons. Entrons dans le vif du sujet. Première mise en situation, première question. Un courtier de votre agence quitte vers une nouvelle agence. Avant d'officialiser son changement, il envoie un avis à ses clients. Qu'arrivera-t-il au contrat de courtage en cours? 4 choix de réponse pour vous. A. Le client aura 3 choix. Suivre le courtier, rester avec l'agence ou résilier son contrat de courtage. B. Les contrats de courtage suivront automatiquement le courtier inscripteur à sa nouvelle agence. C. Les contrats de courtage appartiennent à l'agence. Ils resteront automatiquement avec celle-ci. Finalement, D. Les contrats seront automatiquement résiliés. Alors, je vous rappelle les 4 choix de réponse. A, c'est le client qui choisit de suivre le courtier, rester avec l'agence ou résilier le contrat. B, les contrats suivent le courtier à sa nouvelle agence. C, les contrats appartiennent à l'agence, ils resteront donc avec celle-ci. Ou bien D, les contrats seront automatiquement résiliés. Alors, la bonne réponse, évidemment, c'est A. Le client aura 3 choix, suivre le courtier, rester avec l'agence ou résilier le contrat. À toi, Sylvain. C'est exact. Conformément à la section intitulée « Changements affectant l'agence ou le courtier lié par contrat de courtage » du formulaire de contrat de courtage de l'OACQ, l'avis envoyé par le courtier doit offrir au client 3 possibilités, soit de continuer de faire affaire avec votre agence aux mêmes termes et conditions que ceux prévus au contrat et pour lesquels vous assignerez un nouveau courtier, ou encore continuer de faire affaire avec le courtier qui exercera dorénavant ses activités pour une nouvelle agence, et ce, toujours aux mêmes termes et conditions que ceux prévus au contrat, ou finalement mettre fin au contrat de courtage. L'avis doit également informer le client qu'à défaut de sa part d'exercer une de ces 3 options,
Le contrat de courtage sera résilié en date du changement d'agence du courtier. Vous devez informer votre courtier que la meilleure pratique consiste à ne pas changer d'agence lorsqu'il y a des transactions en cours, puis, selon le cas, vous pourrez vous entendre avec lui sur les modalités de départ. Finalement, rappelez-vous que c'est à l'agence que revient d'abord l'obligation d'envoyer les avis de changement d'agence aux clients vendeurs afin que ceux-ci expriment leur volonté. Merci, Sylvain. Mais la première question qui me vient en tête, pourquoi c'est si important de le faire avant? Ce serait quoi les conséquences de le faire après? En fait, Alain, comme les contrats sont détenus avec l'agence, si le courtier attend d'avoir changé d'agence pour en informer ses clients, ces contrats seront automatiquement résiliés rétroactivement à la date du changement d'agence, ce qui pourrait avoir de graves conséquences pour les clients. Finalement, pour ce qui est de la rétribution, l'agence pour laquelle le courtier agissait au moment de la rédaction de la promesse d'achat pourrait devoir lui verser une rétribution. Tout dépend de ce qui était prévu à son contrat d'embauche avec son agence ou de l'entente qui a été prise à l'occasion du départ. Merci. Alors voilà pour la question 1. Poursuivons avec la deuxième question maintenant. Pour assurer qu'une transaction immobilière se réalise, un courtier de votre agence souhaite faire un prêt d'argent à son client acheteur. Il vous demande de lui confirmer qu'il est correct qu'il agisse ainsi. Que lui répondez-vous? 2 choix de réponse. A. C'est possible, mais il devra remplir un avis de divulgation considérant qu'il sera en situation de conflit d'intérêts. B. Non, il ne doit pas agir comme prêteur pour un client qu'il représente dans le cadre d'une transaction immobilière. Je répète les choix de réponse. A. C'est possible en remplissant l'avis de divulgation, considérant qu'il est en possible conflit d'intérêts. Ou bien B. Il ne doit pas agir comme prêteur, donc non. Je crois que les réponses sont assez claires. Effectivement, la bonne réponse, c'est B. Non, il ne peut pas agir comme prêteur pour un client qu'il représente dans le cadre d'une transaction immobilière. Merci de clarifier, Sylvain. En effet, tu as raison, Alain. Cette situation pourrait amener le courtier à devoir choisir entre ses propres intérêts et ceux de son client. Il pourrait être tenté de favoriser ses propres intérêts. Par exemple, le courtier pourrait profiter de la vulnérabilité de son client en lui proposant un taux d'intérêt plus élevé. Le courtier doit en tout temps être en mesure de formuler des recommandations à son client de façon objective, sans égard au gain d'une personne qu'il serait tenté de favoriser, par exemple un proche, un client ou encore une entreprise dans laquelle il a des intérêts financiers. Autrement, si un courtier souhaite agir comme prêteur pour un client qu'il ne représente pas dans le cadre de l'achat d'une propriété, il pourrait le faire tout en divulguant son statut. Excellent. Est-ce qu'il y a des outils disponibles pour aider les courtiers et les dirigeants d'agence? Oui, Alain. À cet effet, l'OACQ a publié récemment la ligne directrice conflit d'intérêts qui est accessible facilement à partir de sinbad.com. Elle vulgarise le cadre réglementaire applicable en vertu de la loi sur le courtage immobilier et énonce les bonnes pratiques encouragées. Il s'agit d'un outil de référence afin de mieux vous accompagner, notamment sur le plan de la conformité. Une section complète est d'ailleurs dédiée aux dirigeants d'agence. Merci beaucoup. Très bien, nous sommes rendus à la question 3 maintenant. Conformément à l'obligation de surveillance et de supervision du dirigeant d'agence, vous devez agir afin de prévenir, détecter et éviter les conflits d'intérêts puisque ceux-ci sont interdits par la loi. Concrètement, l'agence doit élaborer, mettre en place et appliquer des politiques et des procédures relatives aux conflits d'intérêts visant les titulaires de permis qui représentent l'agence. Ces politiques et procédures doivent comporter certains éléments, dont la description et des exemples de ce qui constitue un conflit d'intérêts, des mécanismes de prévention, un processus de dénonciation, un programme de formation offert, des mécanismes de contrôle interne, etc. Alors la question, qu'est-ce que c'est, etc.? Que faut-il également retrouver dans cette politique et ces procédures? A. Une procédure prévoyant la manière de régler les situations de conflit d'intérêts, c'est-à-dire quand mettre un terme au contrat de courtage ou encore quand proposer que le client doit être représenté par un autre, courtier par exemple. B. Un registre des avis de divulgation bien tenus. C. Un document expliquant les conflits, les situations de conflit d'intérêts constatées. Finalement, D. Toutes ces réponses. Je crois que les réponses sont vite, les DA sont vite sur le piton et ils ont répondu la bonne réponse en majorité qui est effectivement D, toutes ces réponses. À toi, Sylvain.
D'abord, rappelons que les titulaires de permis ont l'obligation d'éviter de se placer en situation réelle ou apparente de conflit d'intérêts, et ce, en vertu de la loi sur le courtage immobilier et du règlement sur les conditions d'exercice d'une opération de courtage, sur la déontologie des courtiers et sur la publicité. L'Agence doit élaborer, mettre en place et appliquer des politiques et des procédures relatives aux conflits d'intérêts visant les titulaires de permis qui représentent l'Agence. Ces politiques et procédures doivent comporter les éléments suivants. D'abord, une description de ce qui constitue un conflit d'intérêts et des exemples de situations susceptibles de générer des conflits d'intérêts ou une apparence de conflit d'intérêts afin d'en faciliter la compréhension et la détection. Ensuite, un processus de dénonciation permettant d'informer le dirigeant d'agence des conflits d'intérêts réels ou potentiels. Une procédure prévoyant comment le titulaire de permis entend régler les situations de conflit d'intérêts constatées. Une telle procédure devrait notamment prévoir les interventions concrètes à effectuer pour mettre fin au conflit d'intérêts, notamment de quelle manière un courtier peut cesser de servir le client. Aussi, une obligation de documenter les situations de conflit d'intérêts constatées et de préciser de quelle façon elles ont été réglées. Une reddition de comptes périodique aux dirigeants d'agence des situations de conflit d'intérêts documentées, un programme de formation offert aux titulaires de permis, aux dirigeants d'agence et aux employés de l'agence afin de favoriser une bonne connaissance des politiques et procédures relatives aux conflits d'intérêts, des mécanismes de contrôle interne afin d'assurer le respect des politiques et procédures relatives aux conflits d'intérêts, prenant par exemple la forme d'examen des dossiers clients et des pratiques des titulaires de permis. De plus, le titulaire de permis d'agence doit prévenir les situations de conflit d'intérêts par la mise en place des mesures suivantes. Analyser ses pratiques et ses activités afin de déterminer celles qui sont susceptibles de générer des conflits d'intérêts. Établir des balises et des normes claires afin d'éviter les risques de conflit d'intérêts. Ces balises et normes devraient être fréquemment réévaluées. Et finalement, veiller à ce que les pratiques et activités du titulaire de permis soient conformes aux balises et normes établies. Merci Sylvain, et je crois que c'est très complet. Allons à la question 4. Un courtier de votre agence vous appelle en panique. Un de ses clients vendeurs a accepté une promesse d'achat et l'acheteur vient de réaliser ses conditions. Il ne leur reste plus qu'à signer l'acte de vente. Malheureusement, une inondation s'est produite et a causé des dommages à l'immeuble. Le courtier ne sait pas quoi faire et souhaite rassurer son client. Il se demande si l'acheteur peut annuler sa transaction. Que lui répondez-vous? Nous vous proposons 3 choix de réponse. A. Oui, en utilisant la clause 10.5 de la promesse d'achat à utiliser dans le cas où le vendeur ne peut remédier à la situation. B. Oui, il peut annuler sa transaction, mais comme il brise volontairement son avant-contrat, il devra automatiquement payer des dommages-intérêts au vendeur. Finalement, C. Non, l'acheteur est lié par les termes de sa promesse d'achat et ne peut y mettre fin unilatéralement. Les 3 choix de réponse. Oui, en utilisant la clause 10.5. B. Oui, mais il devra payer des dommages-intérêts au vendeur. Et finalement, C. Non. La bonne réponse, c'est oui, c'est-à-dire A. Donc, la majorité des DA ont bien répondu à la question. À toi, Sylvain. Dans le cas où l'acheteur souhaite annuler la transaction, le mécanisme de la clause 10.5, vice ou irrégularité de la promesse d'achat, pourrait être utilisé. Bien évidemment, dans une telle situation, le courtier du vendeur doit exercer son rôle conseil en aidant son client à s'enquérir auprès des différentes instances concernées, notamment son assureur ou la municipalité. Il doit également recommander à son client vendeur de documenter tous les dommages causés à la propriété, ainsi que les mesures à prendre pour les régler avec des preuves à l'appui, telles que des factures, des photos et des vidéos, par exemple. Le courtier devra aussi consigner les dommages recensés dans les environs, comme par exemple les routes, les réseaux d'aqueduc ou encore le réseau électrique. Alors, ce sont évidemment des sujets d'intérêt pour un acheteur potentiel. À l'aide du formulaire modification, dans les cas où il est obligatoire, les déclarations du vendeur sur l'immeuble devront être revues pour refléter l'état actuel des choses et remises à l'acheteur afin de savoir s'il souhaite toujours se porter acquéreur de l'immeuble. Dans l'affirmative, des modifications à la promesse d'achat pourront être effectuées pour refléter les détails de l'entente entre les parties. Ça pourrait être, par exemple, un changement en ce qui concerne le prix d'achat ou des travaux à effectuer dans un certain délai.
Le formulaire modification est obligatoire pour consigner les changements si l'objet de la transaction est un immeuble résidentiel de moins de 5 logements. Il est recommandé dans les autres cas. Même si le vendeur a fourni ses déclarations sur l'immeuble et que le courtier a divulgué ce qui devait l'être, l'obligation d'informer l'acheteur de tout facteur pouvant l'affecter demeure tant que l'acte de vente n'est pas signé. Un gros merci. Nous sommes à mi-chemin de notre quiz. Question numéro 5. Un promettant acheteur souhaite obtenir des renseignements sur la copropriété et sur le syndicat de la fraction faisant l'objet de la promesse d'achat. Le courtier utilise alors le formulaire « Demande de renseignements auprès du syndicat de copropriétaires », le DRCOP. Le syndicat de la copropriété ne répond pas à la demande de renseignements, arguant qu'il n'est pas légalement obligé de le faire. Le courtier se tourne vers vous, cher DA, et demande si le motif invoqué par le syndicat est valable. 3 choix de réponse pour vous. A. Non. Selon l'article 1068.2 du Code civil, le promettant acheteur peut demander des renseignements concernant l'immeuble et le syndicat. Le syndicat est tenu de fournir ces renseignements avec diligence. B. Oui, le formulaire DRCOP n'est pas un formulaire obligatoire. Le syndicat n'est donc pas obligé de le remplir. Finalement, C. Oui. Comme le règlement entourant les dispositions relatives à l'attestation du syndicat que le vendeur doit remettre à l'acheteur n'est pas encore entré en vigueur, le syndicat peut refuser de répondre à la demande du courtier. Alors, 3 choix de réponse. Les réponses sont déjà entrées, c'est très bien. La bonne réponse, c'est A. Non. Selon l'article 1068.2 du Code civil, le promettant acheteur peut demander des renseignements concernant l'immeuble et le syndicat. Évidemment, le syndicat est tenu de fournir ces renseignements avec diligence. À toi, Sylvain. La réaction du syndicat peut s'expliquer par le fait que le règlement indique ce que doit contenir l'attestation du syndicat que le vendeur peut remettre à tout promettant acheteur n'est pas encore en vigueur. Il s'agit de l'article 1068.1 du Code civil. Certains syndicats croient à tort qu'ils doivent attendre l'entrée en vigueur du règlement afin d'être obligés d'informer le promettant acheteur. En fait, c'est selon l'article 1068.2 du Code civil que le promettant acheteur peut demander des renseignements concernant l'immeuble et le syndicat. Le syndicat est alors tenu de fournir ces renseignements avec diligence. Les documents de renseignement peuvent alors prendre des formes variées, d'où l'utilité d'utiliser le formulaire DRCOP, afin de ne rien oublier. Une bonne pratique serait d'ailleurs d'utiliser ce formulaire en amont de la mise en marché, lorsque vous représentez le vendeur. Ultimement, si le syndicat ne veut toujours pas fournir ces documents, vous pourriez contacter le courtier du vendeur afin qu'il demande à son client de contacter lui-même le syndicat. Si le syndicat ne coopère toujours pas, le vendeur pourrait intenter des poursuites arguant qu'il a fait achoper une transaction due à un manque de collaboration. Il faut que tous soient sensibilisés à l'importance de coopérer. Rappelons d'ailleurs que pour s'assurer qu'une transaction touchant un immeuble en copropriété se déroule dans le respect des exigences prévues à la loi sur le courtage immobilier, l'OACQ a publié en juillet dernier le guide des pratiques professionnelles Copropriété divise qui est disponible sur sinbad.com. Il s'agit d'un coffre à outils dans lequel vous trouverez les réponses aux questions pouvant survenir lorsque vous faites une transaction impliquant un immeuble détenu en copropriété divise. Parfait. Merci beaucoup, Sylvain. Nous sommes à la question 6. Elle est plus courte. Un acheteur a d'abord visité une propriété avec le courtier du vendeur. Il souhaite revenir visiter, mais cette fois avec un courtier qui le représente. Est-ce possible? 3 choix de réponse pour nous. A. Non, car le courtier du vendeur est la cause efficiente. B. Seulement si le courtier du vendeur refuse de donner un traitement équitable à l'acheteur. Finalement, C. Oui, l'acheteur a le droit d'être représenté par le courtier de son choix. Je vous répète les 3 choix. A. Non, car le courtier du vendeur est la cause efficiente. B. Seulement si le courtier du vendeur refuse de lui donner un traitement équitable. Et finalement, C. Oui, l'acheteur a le droit d'être représenté par le courtier de son choix. Alors, les réponses entrent rapidement. Je vois circuler. La bonne réponse, C. Donc, oui, l'acheteur a le droit d'être représenté par le courtier de son choix. À toi, Sylvain. Mentionnons tout d'abord qu'un acheteur a le droit d'être représenté par le courtier de son choix. Aussi, le courtier du vendeur doit informer l'acheteur, et ce, dès la première occasion, du fait qu'il représente les intérêts du vendeur et non les siens, et qu'il doit lui offrir un traitement équitable seulement.
En effet, l'article 16 du règlement sur les conditions d'exercice d'une opération de courtage, sur la déontologie des courtiers et sur la publicité prévoit ceci. Le titulaire de permis qui représente une partie doit informer dans les meilleurs délais toute autre partie qui n'est pas représentée du fait qu'il doit protéger et promouvoir les intérêts de la partie qu'il représente, tout en accordant un traitement équitable à la partie qui n'est pas représentée. Ainsi, lorsque, par exemple, un acheteur appelle directement le courtier du vendeur pour avoir des informations sur son inscription ou encore pour avoir une visite, alors ce dernier devrait immédiatement demander à l'acheteur s'il est représenté par un courtier afin d'avoir l'heure juste. De plus, à cette même occasion, le courtier du vendeur devrait lui expliquer que son rôle est de défendre et de promouvoir les intérêts du vendeur et non pas ceux de l'acheteur. Il devra également collaborer avec les courtiers qui, à la suite de cette information, représenteront les acheteurs. Les courtiers devraient s'entendre en amont, entre eux et avec leurs agences respectives, sur un partage de rétribution à la satisfaction des parties. Les courtiers ne doivent jamais mettre en péril une transaction. C'est très beau, Sylvain, merci beaucoup, mais advenant qu'il y avait une impasse, que peut faire le dirigeant d'agence pour dénouer la situation? En fait, le dirigeant d'agence peut être un bon médiateur dans cette situation. Il pourrait contacter le DA de l'autre agence. Il ne faut pas prendre en otage le client. En fait, le rôle du DA, c'est d'élever le jeu. Dans le pire des scénarios, les parties pourraient procéder à la transaction et décider de s'entendre par la suite. Rappelons que les courtiers doivent en tout temps agir en conformité avec leurs obligations déontologiques et placer la protection des parties ainsi que la transaction au premier plan, et non pas leurs enjeux de rétribution qui pourront être réglés à part et entre eux. Très bien. J'espère que c'est plus clair pour tous. Question numéro 7 maintenant. Vous validez les publicités faites par les courtiers de votre agence. Parmi le lot, il y a celle d'un courtier annonçant qu'il a vendu une propriété, pas encore notariée, dans laquelle il mentionne le prix de vente proposé au moment de l'inscription. Est-ce que la publicité est conforme? 4 choix de réponse. A. Oui. Tant que l'acte de vente n'est pas signé, le courtier peut faire toute publicité. B. Oui. Les courtiers peuvent indiquer le prix demandé, mais pas le prix vendu. C. Non. Le courtier ne peut indiquer aucun prix, ni le prix d'inspection, ni le prix de vente. Finalement, D. Non. Les courtiers doivent cesser toute publicité dès la promesse d'achat acceptée. Alors, il y a 4 choix de réponse. Oui, tant que l'acte de vente n'est pas signé, pour A. B. Oui, une publicité peut indiquer le prix demandé. C. Non, sur une publicité, on ne peut indiquer un prix. Ou bien D. Non, toute publicité doit cesser dès qu'une PA est acceptée. Alors, la bonne réponse, évidemment, c'est C. Vous avez été majoritaire à répondre C également. Lorsqu'un courtier publicise la vente d'une propriété qu'il a inscrite, il ne peut indiquer aucun prix, ni le prix d'inscription, ni le prix de vente. À toi, Sylvain. D'ailleurs, il n'est pas permis non plus de diffuser des informations qui permettent de deviner le prix de vente. Par exemple, vendu 20 plus cher que le prix demandé, exemple. Alors, parce que cela crée sinon de la confusion dans l'esprit du public. Même avec l'accord des deux parties à la transaction, il est risqué pour un vendeur que le prix de vente obtenu soit rendu public immédiatement après la réalisation des conditions de la promesse d'achat. En effet, la promesse d'achat pourrait devenir nulle et non avenue, par exemple, suivant la découverte d'un vice avant la signature de l'acte de vente. Pour la protection du public, une telle pratique ne peut pas être permise. De plus, rappelons qu'il est interdit de faire quelque publicité que ce soit une fois la transaction notariée. Très bien. Allons-y avec la question 8. Pour une propriété pour laquelle il a le mandat de vendre, un nouveau courtier de votre agence se fait questionner par le courtier collaborateur sur le délai d'acceptation de la PA. Ce dernier souhaite le connaître et exige que le courtier de votre agence dévoile cette information. Est-ce que le délai d'acceptation d'une promesse d'achat en 14.1 est une information confidentielle? 2 choix de réponse, évidemment. A. Non, puisqu'en mode collaboration, cette information est importante pour les courtiers d'acheteurs potentiels. Ou bien B. Oui, le courtier du vendeur ne peut dévoiler le contenu d'une promesse d'achat. 2 choix de réponse possibles. A pour non. En mode collaboration, cette information est importante pour les courtiers. Ou bien B. Oui, le courtier du vendeur ne peut dévoiler le contenu d'une promesse d'achat. Alors, la bonne réponse, et là, je crois que nous avons
une grande disparité. En fait, 59 ont répondu oui. B, donc, Sylvain, je te laisse complémenter. En fait, Alain, selon l'article 96 du RCE, le courtier ou le dirigeant d'agence doit, lorsqu'un autre titulaire de permis collabore à la réalisation d'une transaction, lui révéler l'existence de toute proposition de transaction, qu'elle soit acceptée ou non. Il ne peut cependant lui en dévoiler le contenu. Et la clause 14.1 n'y fait pas exception. Il ne faut pas confondre avec les délais d'une promesse d'achat, une fameuse PAC, qui, eux, peuvent être dévoilés puisque nous ne sommes pas dans un contexte de négociation, ceci afin qu'un acheteur puisse, s'il le désire, faire une promesse d'achat en deuxième rang avec une R2.4. Très bien. Alors, merci tout le monde. Au nom de l'OACQ, Sylvain unit sa voix à la mienne pour vous féliciter et vous remercier de votre participation. J'espère que vous avez eu autant de plaisir que nous avons eu à l'animer, cet atelier. Alors, pour conclure, rappelons que Sinbad.com est un outil, un site pour vous, courtiers, dirigeants d'agence, qui est rempli d'informations et d'outils nécessaires à votre pratique quotidienne. Vous y trouverez des foires aux questions, des articles sur des sujets variés, des clauses types, des vidéos informatives, des formulaires interactifs. N'hésitez pas à consulter l'outil. Comme il a été indiqué plus tôt également, 2 lignes directrices sont disponibles ou en voie de l'être, notamment sur le conflit d'intérêts et la prévention du blanchiment d'argent. Elles seront disponibles. Celle sur le conflit d'intérêts est déjà disponible sur Sinbad et celle sur la prévention du blanchiment d'argent le sera dans les prochaines semaines. Ce sera sur Sinbad.com. Vous comprenez qu'il ne s'agit pas de nouvelles obligations, mais plutôt d'outils pour vous aider à développer votre programme de conformité dans lesquels on donne des exemples concrets, nous clarifions des pratiques et on vulgarise la législation en vigueur. Je vous rappelle également qu'un guide de pratique professionnelle sur la copropriété divise est également disponible sur Sinbad.com et qu'un nouveau guide portant sur les risques environnementaux reliés au courtage immobilier est en cours de préparation. Il sera disponible avant la fin de l'année. Je vous rappelle également que le bulletin hebdomadaire Le Proactif est un incontournable puisqu'il s'agit du moyen de communication officiel et privilégié par l'OACQ pour vous transmettre de l'information à jour en lien avec votre pratique. Vous devez le lire à toutes les semaines. Évidemment, si vous avez toute question précise reliée à votre pratique professionnelle, vous pouvez toujours communiquer avec l'équipe d'Info OACQ. Je te laisse le mot de la fin, Sylvain. Merci, Alain. J'invite maintenant les participants à cliquer sur l'onglet « En direct » situé en haut à droite de votre écran, puisque dans les prochaines minutes, nous y présenterons le panel de discussion sur l'évolution des besoins des consommateurs et l'impact sur la pratique du courtage immobilier. Merci beaucoup. Merci à tous.